C'est bon? Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'initiation des géométries descriptives. Alors, la géométrie descriptive est une discipline de mathématiques modernes qui a été inventée par Gaspard Monge, un mathématicien du XVIIIe siècle, pour répondre à un problème tout à fait pratique. Alors, il s'agissait dans cette époque de représenter les choses qu'on va produire, que ce soit dans l'architecture, dans la mécanique, dans la menuiserie, etc. Et donc, la géométrie descriptive est venue comme réponse à ce besoin de représenter les choses qu'on va produire. Alors, qu'est-ce que la géométrie descriptive? C'est une discipline graphique qui, par le dessin, permet de mesurer les composantes, les distances, les angles de quelque chose qu'on va produire. Imaginons une chaise, un crémaillère, un cylindre, etc. Donc, la géométrie descriptive, comme je vous ai dit, c'est une discipline principalement graphique. Alors, à quoi nous sert aujourd'hui d'étudier la géométrie descriptive? On dirait, bon, avec l'outil informatique, aujourd'hui la machine fait tout le travail. On peut tout dimensionner, tout coder sur un logiciel de modelage, il y en a des milliers. Et on n'a pas vraiment besoin de dessiner avec les moyens classiques du dessin pour savoir dimensionner une chaise, un verre, une pièce électronique, etc., etc. Le design, on peut le faire tout à fait aisément avec l'outil informatique. Mais aujourd'hui, à quoi il me sert? À percevoir aisément notre environnement et donc savoir l'analyser et agir dessus, et par la suite faciliter la conception de toute chose. Donc tout de suite, je vais vous après cette petite introduction, on a vu de manière succincte ce que c'est la géométrie descriptive et à quoi elle nous sert. On va parler de ces principes, des principes de la géométrie descriptive, qui est toute simple. Un enfant de 10 ans peut parfaitement comprendre de quoi il s'agit. Alors, imaginons que j'ai un objet. On va dire que c'est un cube. Enfin, bon, un parallélépipède ou un cube. Et que j'ai une partie qui est tronquée de ce cube, découpée. Eh bien, la géométrie descriptive nous permet, en partant des dimensions de ce cube, on va dire A, B, C, D, A', B', C' et D', elle nous permet, à partir des dimensions de cet objet-là, de définir la surface, par exemple, de la partie tronquée. Ça, c'est la finalité. Alors, tout d'abord, on va parler de ces principes et ensuite, on va voir les techniques. Alors, le principe est simple, c'est que on essaie de projeter l'objet qu'on étudie dans la géométrie descriptive sur un minimum de plans, au lieu d'avoir plusieurs points de vue. Une dizaine de points de vue pour mesurer à chaque fois la dimension qui nous intéresse. On va réduire au maximum le nombre de projections, de sorte à avoir le maximum d'informations. Et pour ça, Gaspard il a eu la brillante idée de scinder l'espace en deux plans, c'est-à-dire projeter tout l'espace dans lequel existe l'objet sur deux plans. Je vais vous donner un schéma très simple pour vous permettre d'assimiler cette notion-là. Alors, on va imaginer que l'espace, x, y, x', on va couper là parce que normalement c'est un tableau. Donc, pour vous permettre d'assimiler facilement le principe de géométrie descriptive, je vais vous faire un schéma très simple. Alors, Gaspard a imaginé que l'espace peut être projeté sur deux plans. Et ça suffirait pour saisir
tous les points, toutes les distances, tous les angles de cet espace-là. Si on imagine par exemple que nous avons un cube dans cet espace, il suffirait de projeter sur un écran frontal une projection frontale et sur un plan horizontal une projection horizontale. Et dans ce cas précisément, la projection du cube sur le plan frontal serait un carré et la projection horizontale sur le plan horizontal du cube serait un carré. Alors, on peut s'amuser à complexifier les formes dont on fait les projections, mais ce n'est pas vraiment utile. L'essentiel, c'est de comprendre comment fonctionne la géométrie descriptive. Et donc, Gaspard a proposé de faire une projection frontale et une projection horizontale, et selon lui, ça c'est vrai, suffisant pour saisir tous les points de l'objet. Alors, il a appelé ce plan le plan frontal, qu'on symbolise par F, et celui-là le plan horizontal, qu'on symbolise par H. La ligne qui les sépare est appelée ligne de terre, qui est représentée de différentes manières, que ce soit dans le dessin industriel, dans les perspectives, etc., soit par LT, soit par Y, Y', etc. Alors, on va retenir la dénomination Y, Y', la ligne de terre. Alors, à partir de ce modèle-là, on va développer ces deux plans de sorte à ce qu'ils soient sur le même plan. Ce qui veut dire, on va imaginer que ce plan-là, on va le rabattre de sorte à ce qu'il devienne coplanaire, va constituer le même plan avec le plan frontal. Et donc, ça nous donnerait, sur une représentation bidimensionnelle, quelque chose comme ça. Une feuille, séparée en deux, avec la ligne de terre, Y, Y', un plan frontal et un plan horizontal. Et donc, dans ce cas précis, on va avoir un carré comme projection frontale et un carré comme projection horizontale. Ici, c'est comme si on voyait l'objet de dessus, et ici, comme si on voyait l'objet de face. Voilà. Alors, donc, cette figure, elle est appelée épure. Une épure. Et les épures ont servi notamment pour développer l'étude des ombrages au XVIIIe siècle. Ils ont servi à dimensionner de manière précise les pièces très fines dans la menuiserie, etc. Alors, grâce à cette représentation bidimensionnelle, où on peut voir l'espace tridimensionnel, on peut saisir, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les dimensions d'un objet. Alors, ce qui nous permet d'opérer des manipulations sur l'objet de sorte à pouvoir mesurer en vraie grandeur, ça c'est une notion à laquelle on va revenir plus tard, en vraie grandeur. Oui, je disais, ça nous permet de saisir les vraies grandeurs d'un objet. Alors, ce qui nous permet de faire ça, c'est que, vu que cet objet, il est sur le même plan debout, on appelle ça un plan debout, ça veut dire que je peux tracer une ligne, ici et ici, qui passe, une droite, qui passe à chaque fois par la projection horizontale et frontale. Alors, par exemple, si je prends ce point-là qui est nommé par exemple D, ici on aurait D secondes et ici on aurait D', qui sont les projections horizontales et frontales du même point. Ce que je peux faire ici, d'ailleurs, c'est D' et D secondes, qui sont toutes les deux sur la même ligne de rappel. Alors, dans ce cas précis, encore une fois, si je dis que ça c'est le point Z, par exemple, on comprend que sur la projection frontale
on va avoir Z seconde, qui est la projection sur le plan frontal du point Z, qui est sur la même ligne de rappel que des secondes et des primes, mais sur le plan frontal, on va avoir la projection de Z qui est confondue avec la projection de D qui est D'. Et donc ici, on aurait D' et Z'. Donc, un point, deux représentations sur le plan frontal et une représentation sur le plan horizontal. Bien, encore une pause. Bien, jusque-là, tout ça paraît assez simple. Mais quand on imagine par exemple qu'on a un objet comme ça, qui est traversé par un autre objet, on va dire que cet objet c'est un cylindre. Et que ce cylindre, il vient traverser le cube de manière oblique. Alors, ce cylindre, dans l'axe est ici, va avoir une intersection donnée avec le cube. Alors, avec la géométrie descriptive, je suis censé pouvoir définir de manière plus ou moins exacte, graphiquement toujours, sans utiliser de formule, la ligne, enfin le profil de l'intersection. Alors, le profil de l'intersection est une phase plutôt avancée de la technique de géométrie descriptive. Pour l'instant, on va se contenter de dessiner les deux objets avec leur intersection, les deux objets qui sont en intersection sur les purs. Alors, pour cela, j'aurai besoin de définir les deux points de l'axe, les deux points qui définissent l'axe du cylindre, plus le rayon du cercle. Le rayon du cercle qui, en se développant, devient le cylindre. Donc, pour ça, je vais devoir avoir une projection horizontale et une projection frontale, donc, qui sont à chaque fois toujours sur la même ligne de rappel. Donc, si je transpose ça dans les purs, ça va me donner quelque chose comme ça, un point ici, et alors un point par là, sur la même ligne de rappel. Ce point, on va l'appeler par exemple O1 et O2. Enfin, non, là, j'ai que la projection de O1, horizontale et frontale, O1', O1 seconde. Ok, donc O1', O1 seconde. Je vais faire la même chose pour le deuxième point. Si je projette ici, je vais avoir un point qui est confondu avec l'arête du carré, donc ici. Et si je projette de manière frontale, je vais avoir un point qui est ici, toujours sur la même ligne de rappel. Alors, O2', O2 seconde. Alors, ça c'est les deux, à chaque fois les deux projections qui vont permettre de tracer l'axe du cylindre. Vous voyez? Alors, après, il va me falloir connaître le rayon du cercle, ce qui est censé être une donnée. Et si ce n'est pas une donnée, il y a encore des techniques pour pouvoir déterminer le rayon selon les techniques de géométrie descriptive. Donc, quand j'ai l'axe, je sais que mon cylindre, il va avoir une allure comme ça. Mais sans pour autant savoir quelle serait l'intersection de ce cylindre. Ce que je sais, c'est que l'intersection du cylindre, puisqu'il traverse la face supérieure du cube, c'est qu'elle est confondue avec l'arête supérieure du carré, qui est la projection frontale du cube. Donc jusque-là, on a vu de manière succincte les principes fondamentaux de la géométrie descriptive. On va prendre un autre exemple pour montrer comment la géométrie descriptive nous permet d'analyser, de comprendre les objets, les dimensionner, etc. Alors, on va imaginer qu'on a un exemple comme tout à l'heure, un parallélépipède qui est tronqué
et on va essayer de déduire les dimensions inconnues de la partie tronquée. Alors, schématiquement, on va prendre un parallélépipède comme ça et qui sera tronqué de cette manière-là. Milieu de l'arête et milieu de l'arête. Alors, ce qui veut dire que tout ça, ça devient un frontone, pointillé, et on a besoin de connaître la surface de ce triangle. Ok, sachant que A, B, C, D, A', B', C' et D', et H, c'est des données. Donc, projection frontale, forcément, si je dispose l'objet de manière orthogonale dans ce système de projection, c'est-à-dire plan horizontal et frontal, on va avoir un parallélépipède représenté par un rectangle avec les dimensions données. Alors, et ici, je vais avoir à la fois, si je fais la projection dans ce sens, je vais avoir la projection de A et de D sur le même point, confondus, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je vais avoir B et C, projection toujours frontale. Ici, je vais avoir ici, A' et D', et ici, B' et C'. Et je trace mes lignes de rappel. Et avec les mêmes données, je représente la projection horizontale, qui est en fait la même chose que le carré A', B', C', D' ou A, B, C, D. Et voilà que j'ai la projection sur le plan horizontal et frontal. Donc ici, je vais avoir A', les projections confondues à chaque fois, parce que voilà, quand je fais la projection, les deux points auront la même projection sur le plan horizontal. Pareil, donc B', C', et D'. Alors, ces points, il va falloir les nommer pour pouvoir les représenter. On va dire que sa intersection, c'est I1, I2 et I3. Alors, sur le modèle là qu'on voit entre trois dimensions, on voit bien que le point I3 existe réellement sur C'. Donc il doit exister, enfin sa projection ou frontale ou horizontale doit forcément exister sur les segments qui représentent la projection de C'. Et donc évidemment, I3 sur la projection frontale, on va la voir ici entre C et C', donc milieu, I3 seconde, et ici il est confondu avec la projection de C et C', donc il est ici, I3, tous confondus, I3'. Ensuite, I', elle existe réellement entre C et D, donc la projection doit exister entre les projections de C et D, donc ici, I1, et la projection de I2 entre B et C, donc B et C ici, donc ça sera confondu comme le cas de I3 ici, I2, ça c'est prime, hein, I2 prime, et donc là je sais que le triangle que je cherche, sa projection frontale, elle sera sous forme de triangle. Alors, donc on continue avec les projections et alors continuons. Donc si on fait la même chose pour les projections horizontales des trois points, ben, on a vu tout à l'heure I3 confondu avec C et C'. Alors on va retrouver la projection du point I1 ici et la projection du point I2 ici, puisque à la base on avait pris au milieu des segments. Alors on va avoir donc I2' ici et
sur cet exemple que pour un objet dont la forme est triangulaire réellement dans le modèle, la projection, c'est un triangle, la projection frontale est un triangle et la projection horizontale est un triangle. Mais ce n'est pas le cas toujours et forcément. Et c'est ça ce qui nous amène à faire appel aux techniques de la géométrie descriptive. Donc d'ailleurs ici, on a un triangle avec une certaine forme, dont la projection frontale a une autre forme, et dont la projection horizontale a une forme encore tout à fait différente. Et aucune de ces deux formes ne traduit la réalité de ce triangle-là. Donc, pour avoir une représentation réelle du triangle, c'est-à-dire exactement avec les mêmes dimensions et les mêmes angles, il va falloir faire quelques opérations sur cette épure-là pour pouvoir déduire les vraies dimensions du triangle. Parce que ici, j'ai un tout petit triangle, ici j'ai un triangle avec un angle droit. Or, ici, on voit bien que ce n'est pas un angle droit, on n'a pas d'angle droit du tout. Et donc, on va devoir revenir à la vraie grandeur, que ce soit pour l'angle ou pour la distance. Alors, comment le représenter en vraie grandeur sur une épure? Très bien. Alors, la notion de vraie grandeur est très simple. Une dimension ou un angle, une distance ou un angle, sont en vraie grandeur représentés avec leur grandeur réelle sur l'épure quand ils sont parallèles à la projection frontale ou horizontale. Alors, si l'objet est disposé de manière verticale et donc parallèle au plan frontal, on va retrouver ces dimensions réelles sur la projection frontale. Et s'il est disposé de manière horizontale, on va retrouver les dimensions réelles sur la projection horizontale. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas-là, on a un triangle qui n'est ni parallèle avec le plan horizontal, ni parallèle avec le plan frontal. Par contre, il y a des dimensions dans ce triangle-là qui sont parallèles au plan frontal et une dimension en moins qui est parallèle au plan horizontal. Alors, ici, on voit bien que le segment I3, il est sur le carré de dessus, ABCD, qui est représenté ici avec ce segment-là. Donc ce carré, qui est parallèle au plan horizontal, il est représenté sur le plan horizontal avec cette grandeur. Donc, tous les points et toutes les distances qui sont sur ce point, sur ce carré-là, vont être représentés en vraie grandeur sur la projection horizontale. Ce qui nous permet de dire que I1, I2, dans la réalité, elle est égale à I'1, I1' et I2'. Voilà, on a déjà une dimension en vraie grandeur. Ça, c'est une dimension connue du triangle qu'on recherche. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une autre dimension qui est représentée en vraie grandeur? Bien évidemment, on a le I1, I3 qui est sur un plan vertical et donc parallèle au plan horizontal, ce qui va nous permettre de dire que I1, I3 est représenté sur le plan frontal en vraie grandeur et donc la projection I'1, I3, I1' et I3' est égale, c'est une distance égale à I1, I3. Donc, on va l'écrire, I1, I3 est égal à la projection frontale, I'. Ça c'est I', oui, I'. I seconde, pardon, I seconde, I1 seconde, I3 seconde. Nous avons déjà deux dimensions qui sont connues. Alors il nous reste la troisième dimension. Troisième dimension qui est ici. Elle est en vraie grandeur. Et donc c'est là où on va rentrer dans ce qu'on appelle la technique de rotation. Donc pour simplifier l'opération de rotation, on va prendre le point le plus opportun, qui va nous simplifier le dessin, les opérations géométriques, etc. Moi, je vous propose de prendre comme point de rotation
l'axe ici, donc, de sorte qu'on fasse la rotation du parallélépède en utilisant un axe perpendiculaire au plan horizontal, et donc la projection serait un point ici, donc on va appeler O, et donc qui va avoir une projection sur le plan frontal qui est confondu avec la ligne de terre O'. Et on va représenter bien sûr l'axe comme une droite. Et ça, c'est l'axe sur lequel on va faire la rotation du parallélépède. Comment? Ben, à chaque fois, c'est un arc de cercle qui va faire 90 degrés. Donc, I' aura une image ici, B' et B' auront une image ici. Donc, on sait qu'à chaque fois, I est la moitié du séquent de carré, de l'arête du carré. Et je vais faire la même chose pour le point A et A'. Et donc, je vais faire la rotation et je vais retrouver avec un arc de cercle. On peut faire ça avec un compas comme on peut le faire avec les outils informatiques. Et on va avoir cette projection-là qui va tourner de sorte à avoir cette dimension-là, plutôt que sur cette arête-là, elle va se retrouver ici. Donc, on va appeler B, ici c'était B', B3', B3 c'est bon, machin, hein, et A, on va avoir l'image de A. A, voilà. Et l'image de I3', ici. Alors, j'ai besoin d'extraire la dimension I2 et 3 du plan horizontal, donc je dois faire la rotation sur le même plan. Très bien. Donc, si je fais la rotation sur un axe qui est parallèle avec le plan frontal, tous les points qui vont tourner, ils vont tourner autour de cet axe. Ils vont rester à chaque fois sur le même plan. Et donc, pour extraire la dimension vraie en vraie grandeur de I2, I3, on a dit qu'il fallait que I3, I2, I3 la projection soit sur le plan frontal. Et donc que I2, I3, le segment, soit parallèle au plan frontal. Ce qu'on avait dit, donc on a commencé la rotation sur le plan horizontal en choisissant un point sur le plan horizontal qui correspond à une droite sur le plan frontal. On a fait la rotation. Quand on fait la rotation dans ce sens, donc dans ce sens, on va garder tous les points, puisque la droite sur laquelle autour de laquelle on effectue la rotation, elle est verticale, donc parallèle au plan frontal. Tous les points et toutes les projections de points qu'on va avoir vont rester sur le même plan horizontal. Donc, on a dit que toutes les projections des points dont on va faire la rotation vont rester à chaque fois sur le même. Alors, donc, on a dit que les projections, c'est-à-dire les images des points dont on va faire la rotation, leurs projections sur le plan horizontal vont rester à chaque fois sur le même plan parallèle au plan horizontal. C'est évident puisque la droite qu'on utilise pour faire la rotation, elle est perpendiculaire au plan horizontal et parallèle avec le plan frontal. Ce qui veut dire que tous les points dont on va faire la rotation vont rester à chaque fois vont avoir la même hauteur, si on peut dire. Hein, parce qu'on ne change pas leur hauteur. H1, H2, etc. Leur hauteur ne change pas. Et donc, tous ces points-là, si on fait notre ligne de rappel, alors, pour ne pas confondre, on va effacer ça. Alors, tous les points dont on va faire la rotation vont avoir à chaque fois les mêmes lignes de rappel. Ce qui veut dire que l'image de B, qu'on va appeler cette fois BF, petit f, frontal,
Alors A, pareil, A, F, et I, où est-ce qu'il est I? Enfin, l'image de I, elle est là, donc on va la retrouver ici. Donc ça, c'est l'image de I2 dont on cherche l'image, I2 projection frontale, et I3 qui était à la base ici, elle va rester. Donc on a dit tous les points dont on va faire la rotation vont rester à chaque fois sur le même plan parallèle au plan horizontal. Ça veut dire qu'ils vont garder la même hauteur. On ne va pas changer de hauteur quand on va faire la rotation sur un axe qui est perpendiculaire au plan horizontal. De plus, les points qui existent sur l'axe de rotation ne vont pas bouger. Et donc c'est pour ça qu'on avait pris le point, l'axe passant par CC'. Comme ça, le point I3 ne va pas bouger et donc ça va nous économiser une opération de rotation. Et donc, voilà, on va avoir notre triangle ici. Et donc, la grandeur qu'on cherchait qui est I2, I3, nous avons ici une projection en vraie grandeur, hein, puisqu'elle est parallèle au plan frontal, sur le plan frontal. Alors, ça s'appelle I3, 3', IF. Question de dénomination, on peut s'amuser à donner les noms qui nous arrangent. Et donc, elle est égale à I2, I3. De plus, nous savons que c'est un triangle forcément isocèle. Hein? Ça va être un triangle forcément isocèle pour une raison simple, qui est le fait que ici je suis à la moitié avec le point I', je suis à la moitié du segment DC, et ici je suis avec I2 à la moitié du segment BC, qui sont de toute façon identiques parce que c'est un carré. AB est égal à BC est égal à CD est égal à DA. C'est un carré. Et donc forcément ça va être un triangle isocèle et il nous sera tout à fait facile de tracer le triangle, donc connaître la surface, etc., les angles, juste avec ces données-là, puisque de toute façon, alors ce qu'on cherche, I3 ici, I1 ici et I2 ici. Alors I1, I2, on sait qu'on l'a représenté en vraie grandeur, qu'on peut mesurer sur la projection horizontale. I1, I3, on sait qu'on l'a représenté en vraie grandeur sur la projection frontale. Et finalement, I2, I3, on sait qu'on l'a représenté en vraie grandeur sur la projection frontale. Et donc, toutes ces dimensions sont connues. Et maintenant, on sait quelles sont les dimensions et on peut déduire la surface du triangle. Ça, c'est un exemple de problème très simple à résoudre avec la géométrie descriptive, mais il y a des dizaines et des dizaines de cas de figure, notamment en ce qui concerne les intersections d'objets, etc. Et tout ça, on peut l'élucider, on peut l'étudier dans le cadre de la géométrie descriptive en utilisant rien que les techniques de rotation, les projections bien sûr sur le plan horizontal et frontal. On peut déduire les dimensions de n'importe quel type d'objet en le représentant de manière intelligente sur une épure, qui est la projection horizontale et frontale. J'espère que ça a été clair pour vous et merci.